Bienvenue dans ce webinaire sur les ransomware, un sujet brûlant, sujet d'actualité. Je suis Arnaud Deconinck, je suis senior manager dans les équipes Tech Risk chez KPMG à Marc-en-Barœul. Donc c'est toute la cellule IT Consulting de KPMG France, avec un bureau qui a été ouvert sur la région. Et aujourd'hui, je serai accompagné de deux personnes, Jérôme Olive de la région Hauts-de-France, que je vais laisser se présenter juste après, et Guillaume Rablat qui enchaînera ensuite de KPMG. Jérôme, je vous laisse la main. Donc oui, Jérôme Olive, je suis chargé de mission à la direction de l'innovation et la performance industrielle. Donc c'est la direction qui est en charge toutes les données cybersécurité, enfin tous les plans, les passes, vous verrez tout à l'heure. Et notamment, j'administre le plan CyberInvest. On en parlera à la fin de la présentation. Merci Jérôme. Donc je suis Guillaume Rablat, je suis de KPMG, je suis directeur dans l'équipe cybersécurité de KPMG. Et je m'occupe de missions à la fois techniques et organisationnelles pour essayer de mettre à jour et de hausser le niveau de jeu des entreprises en termes de sécurité. Voilà. Merci à vous deux. Alors, ce que je vous propose, c'est une présentation en 3 temps. Dans un premier temps, un état des lieux sur les ransomware, leur impact, leurs conséquences et un peu d'actualité autour du sujet. Et bien sûr, quelques routes causes, on va dire, identifiées qui fragilisent les ETI, les PME au niveau régional, mais aussi au niveau national, voire mondial. Dans un deuxième temps, Guillaume prendra la main sur les mesures essentielles, et j'ai envie de dire c'est un peu son travail au quotidien, mais les mesures pour protéger et limiter les risques. Il va nous en parler plus longuement sur ce point. Et en troisième partie, je laisserai la parole à Jérôme pour nous présenter les dispositifs en place au niveau de la région, qui ne sont pas négligeables et à prendre en compte, notamment l'investissement cyber qui a été déployé au niveau de la région. Donc, un webinaire en 3 temps, et je vous propose d'enchaîner tout de suite sur l'état des lieux sur les ransomware et leurs conséquences. Peut-être juste. Oui, Guillaume. Juste sur les questions. Ah oui, j'ai pas dit, exactement. 2 choses, le webinaire est enregistré, donc vous aurez accès à l'enregistrement et bien sûr au replay. Et au niveau des questions, vous avez le chat dans la room chat, pas de problème. N'hésitez pas à poser vos questions puisque ces 3 temps, comme vous l'avez compris, seront présentés, mais on aura un dernier temps en fin de webinaire d'une demi-heure normalement pour répondre à toutes les questions que vous posez. Donc, on prendra l'ensemble des questions du chat, on essaiera d'y répondre de manière exhaustive et si jamais on n'a pas le temps, on se permettra de vous répondre aussi par mail, puisqu'on a vos coordonnées, si jamais la question n'a pas pu être traitée dans ce dernier créneau d'une demi-heure qu'on alloue aux questions-réponses. Voilà, donc n'hésitez pas à taper dans le chat au fil de l'eau. On ne répondra pas tout de suite, mais on les prendra pour répondre dans le dernier temps. Merci Guillaume. Peut-être juste actualité, voilà, c'est un peu les trois comment dire, les 3 en tête, 3 titres au niveau de la presse qu'on a pu remonter, et les impacts. On voit bien, voilà, Fleury-Michon, on a eu 5 jours d'arrêt sur les usines suite à une cyberattaque. 5 jours d'arrêt, 5 jours d'arrêt de production, c'est pas négligeable. Voilà, on parle de l'arrêt des usines, mais il y a tous les plans de remédiation, toute l'identification, il y a peut-être des ralentissements avant. Donc là, dans la presse, on parle de oui, c'est arrêté. Néanmoins, est-ce que ça a repris de manière fluide dès la remise en route? Il y a forcément une montée en charge à reprendre en compte, vérifier. Il y a énormément de travaux à faire derrière. Vous voyez, ça touche donc du Fleury-Michon, qui est quand même une belle ETI, Monsieur Bricolage, mais aussi l'entreprise Bruno. Donc, il n'y a pas de secteur d'activité, si on regarde, privilégié. Bon, les banques ont aussi leur lot de tentatives d'intrusion. Les hôpitaux, on a aussi au niveau national eu énormément de cyberattaques, et c'est
non pas une taille, mais c'est vraiment, on va dire, c'est à Auvent, il y a des petites structures, des toutes petites PME qui sont aussi victimes de ransomware, comme des très grands groupes internationaux. Peut-être, le slide, voilà. Les principaux impacts de ces attaques, de ces cyberattaques et ces ransomware, tout d'abord, c'est le chiffrement des systèmes de données. L'idée, c'est bien d'aller taper sur les données, cryptoloquer les sauvegardes, et forcément, derrière, une fois que cela est fait, la rançon devient presque la chose la plus simple à payer pour obtenir le sésame pour déverrouiller vos sauvegardes et de remettre en activité. Donc, l'idée du ransomware, c'est bien d'attaquer et de chiffrer. Bien sûr, chiffrer et récupérer des données sensibles éventuellement. On l'a vu dans les hôpitaux, il y a des données patients, il y a des données médicales. Il y a un sujet RGPD, bien sûr, derrière, qui est prégnant, hein, puisque si on accède aux sauvegardes, si on accède aux données, forcément, potentiellement, ces données risquent d'être exposées, on va dire, sur la place publique, alors qu'on ne souhaiterait pas et qu'on ne devrait pas, compte tenu des dispositifs RGPD qui doivent être mis en place. Bien sûr, on l'a vu sur Florémission, des arrêts de l'informatique sur plusieurs jours, plusieurs semaines, le temps de rétablir une situation à la normale et de faire une montée en charge progressive pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'autres problématiques. Donc, forcément, un impact financier qui en découle. Et comme je vous le dis, des frais de remise en route qui ne sont pas négligeables, hein, une perte de CA, ça c'est évident, et surtout, dans le pire des cas, une rançon pour pouvoir déloquer votre système et l'accès à vos données. Quelques chiffres pour voilà, on est dans une période, on espère en sortir bientôt de pandémie, mais voilà, on a eu durant voilà, une année glissante depuis mai 2020 avril 2021, ça c'est les dernières statistiques qu'on a. On voit bien une recrudescence des attaques, des cyberattaques de type ransomware sur cette période, avec des pics, on le voit, hein, sur le dernier trimestre 2020, et on n'a pas eu un ralentissement. Au contraire, on voit que le plateau est devenu beaucoup plus haut, et là, depuis avril 2021, enfin, dernière donnée qu'on a, avril 2021, on est presque au niveau de novembre 2020, où on a eu le plus gros taux d'attaques cyber. Donc, vous voyez, c'est pas une typologie de ransomware, on voit qu'il y en a des pléiades, hein. Là, on a pris, on va dire, le top 10 des ransomware existants, mais il y en a bien d'autres, hein. Et on voit que cette propension ne cesse de croître, et que des gros ransomware qui faisaient beaucoup de mal, comme Egregor, ont, on va dire, perdu un peu de volumétrie au profit d'autres, hein. Donc, c'est pas une typologie qui continue, c'est des ransomware qui on va dire, qui ont des variantes et qui sont créés au fil de l'eau, donc toujours avec un autre code, un autre chiffrage. Donc voilà, il faut être alerte. Et il est important de dire que il se sophistique parce que il s'améliore dans le temps, puisque ça devient, j'ai envie de dire, une pratique malheureusement de plus en plus courante. On le voit, un petit panel de secteurs d'activité, hein. On voit qu'il y a de la pharmacie, on voit qu'il y a du commerce de biens, on voit de l'agroalimentaire, de l'électronique, des communautés urbaines, hein, des collectivités locales, de la santé, du BTP, avec des chiffres d'affaires. Vous voyez, l'électronique a mis en 7, jusque des comités de communes à plus de 1 milliard. C'est clairement des sujets qui touchent tout le monde. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de montant, de plancher, j'ai envie de dire. Donc, on est tous potentiellement cibles de ces ransomware. En général, les attaques ransomware sont des attaques opportunistes, hein, il faut le savoir. On profite d'une faille qui a été décelée, qui est liée au niveau de maturité cyber des entreprises et des victimes.
pareil, vous voyez que c'est pas que des grands groupes, hein, quand on parle de 15 personnes, voilà, ça peut être réduit. On se dit, la cyber dans un groupe de 15 personnes, enfin dans une entreprise de 15 personnes, on se doute que c'est plus compliqué à mettre en place. Néanmoins, Guillaume nous développera des solutions pragmatiques et pratiques pour, on va dire, limiter, freiner et couvrir potentiellement une partie de ce risque. Néanmoins, on voit bien qu'aussi la notoriété n'est pas un critère de ciblage des cyberattaquants. La notoriété, on pouvait se dire, oui, je vais attaquer un grand groupe, voilà, pour pouvoir dire, on a réussi à hacker, j'ai envie de dire, le ministère de la Défense ou un grand groupe, que ce soit Total ou autre groupe. Néanmoins, ce n'est plus un critère. L'idée, c'est d'aller chercher l'argent et non pas d'avoir un trophée de chasse, j'ai envie de dire. Les principales raisons, j'ai envie de dire, on en a cité 5 qui nous paraissaient évidentes et Guillaume complétera le cas échéant d'autres idées et précisera. Mais voilà, on a bien vu que la première, c'est qu'on n'a pas une fonction cybersécurité qui est dédiée au niveau de l'entreprise. Donc, forcément, ce sujet n'est pas complètement couvert. On a peut-être des bribes d'informations au niveau de la DSI, mais on n'a pas quelqu'un qui est dédié à cette tâche à plein temps. Et donc, forcément, le risque potentiel est un peu plus élevé. Un autre sujet qui est malheureusement une réalité, c'est qu'aujourd'hui, attirer des talents dans le domaine de la cyber est compliqué. On a besoin d'experts, on a besoin de personnes, que ce soit en cabinet, en entreprise, au ministère. On le voit bien, ces ressources sont rares. Il y a forcément une concurrence pour les attirer, mais on le voit, il est nécessaire aujourd'hui de trouver les ressources pour pouvoir, on va dire, renforcer notre sécurité au niveau de la cybersécurité. Je ne sais pas, Guillaume, si tu as quelque chose à rajouter sur ce point précis des personnes. Non, mais tu l'as bien dit, c'est un problème pour tout le monde. Voilà, c'est compliqué à la fois de conseiller, de faire des missions pour nos clients, mais pour nos clients également de trouver le juste milieu entre les personnes qui, dans l'entreprise, seraient capables de traiter ce sujet-là. Est-ce que c'est mon prestataire informatique? Est-ce que c'est quelqu'un dans la DSI? Est-ce que je dois faire systématiquement recours à des ressources extérieures? Est-ce qu'il peut être à mi-temps? Voilà, c'est des sujets qu'on a souvent. Questions qu'on a souvent. Ensuite, forcément, difficulté à attirer les talents, pas de fonction cybersécurité dédiée, ça induit forcément, c'est peut-être induit par des budgets qui sont plus limités sur ce volet que cybersécurité. Néanmoins, ça reste quand même une préoccupation majeure. C'est toujours dans le top 5 des risques identifiés au niveau des entreprises. Donc, voilà, la question, c'est est-ce que le budget est en adéquation avec, on va dire, la sécurisation de mon entreprise et de mon système. Un fonctionnement un peu à la confiance. On se dit, oui, mes services IT, c'est des experts, ils savent ce qu'ils font. Néanmoins, il faut les éprouver de temps en temps pour vérifier que ils savent vraiment ce qu'ils font. On n'en doute pas, ils savent faire les choses. Néanmoins, ils sont peut-être pas alertes de toutes les nouveautés, vu qu'on l'a vu, la recrudescence d'attaques est liée à la sophistication de nouvelles technologies, de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes. Donc, la confiance, c'est une très bonne chose, mais j'ai envie de dire, le test et effectuer un contrôle justement des mesures mises en place est aussi un moyen de sécuriser ce point. La confiance n'exclut pas le contrôle. Exactement. Et enfin, un dernier point, on va dire un peu plus global, c'est que oui aussi, le management aujourd'hui est mobilisé sur de nombreux autres sujets. On se doute, les directions, toutes les directions confondues ont leur lot, ont leur quotidien sur d'autres sujets. La cyber est peut-être pas assez priorisée aujourd'hui. Néanmoins, peut-être par méconnaissance des impacts sur l'entreprise. On le voit
il y a quand même une prise de conscience majeure qui a été faite depuis cette dernière année, et c'est peut-être des lignes qui vont bouger, on l'espère, pour les années à venir. Peut-être, Guillaume, tu pourrais nous parler de quelques mesures essentielles de base, ou même un peu plus approfondies pour protéger, limiter ces risques au niveau des pays PME. Oui, tout à fait. Merci Arnaud. Donc, avant de détailler les mesures, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que, comme l'a dit Arnaud, il y a vraiment une sorte de pandémie de ce type d'attaque. Il faut bien voir, il faut bien comprendre que les attaquants, c'est devenu un vrai business en fait pour les attaquants. Il faut sortir de l'image d'Épinal de l'attaquant en sandales à capuche devant son PC. Vraiment pour voir sur le terrain les choses, ça ne se passe plus du tout comme ça. Ils sont très organisés, il y a plusieurs équipes l'une qui développe des nouveaux ransomware, d'autres équipes qui rachètent sur le dark web ce type de ransomware et qui les exploitent sur le terrain, d'autres équipes qui sont spécialisées dans la négociation, dans le recouvrement donc des bitcoins, etc. Donc voilà, sortez de cette image de l'attaquant isolé, très pointu en sécurité, en informatique. Voilà, parce que on le voit, la majorité des attaques, les attaquants sont de faibles capacités techniques. C'est des attaques opportunistes qui se passent en utilisant des outils des ransomware qui n'ont pas développé eux-mêmes, mais qu'ils ont trouvé à droite à gauche, qu'ils ont modifié peut-être un peu dans le meilleur des cas. La majorité des attaques, c'est quand même techniquement pas très, très évolué. Voilà. Par contre, elles profitent de failles qui sont présentes dans les entreprises et les mesures de sécurité que je vais détailler ici, il n'y a rien de. Je ne pense pas que vous découvriez quelque chose, mais il faut être certain que ces basiques, je dirais, sont correctement appliqués. Ensuite seulement, peut-être faire d'autres mesures de sécurité complémentaires, mais déjà, les basiques que je vais présenter, c'est vraiment absolument nécessaire qu'elles soient bien implémentées, voilà, correctement implémentées. Alors, on les a regroupés, vous les voyez, on les a regroupés en 6 thèmes. Je vais passer dessus. Donc, le premier, c'est la gouvernance. C'est vrai que globalement, si vous voulez, la cyber, ça ne peut pas venir du bas vers le haut. Il faut que ça vienne d'une impulsion, d'une compréhension des risques par la direction. Voilà. Et ensuite, ça passe par la mise en place d'une fonction sécurité, un document qu'on appelle la PSSI, qui est une sorte de liste de règles de sécurité que l'entreprise souhaite implémenter. Ça passe aussi par une assurance cyber. Il est souvent conseillé d'avoir une assurance cyber. Malheureusement, en septembre 2021, il devient de plus en plus difficile de contracter une assurance cyber. Moi, j'ai des clients qui me disent mon assurance cyber ne veut pas me couvrir parce que je ne suis pas au niveau de sécurité adéquat, parce que les montants que je souhaite couvrir ne sont pas compatibles avec l'assurance. Voyez, donc le marché, l'assurance cyber s'est tendu parce que vous comprenez bien, il y a une grosse dissymétrie entre l'argent récolté par les assureurs et puis de l'autre côté, la couverture de ce risque. Voilà. Et donc la gouvernance, encore une fois, ça commence par là. S'il est en haut à gauche en premier, on aurait peut-être pu les mettre dans l'ordre. La gouvernance, ça commence par là. Il faut quand même une impulsion, une volonté de vouloir se protéger et d'avoir compris les risques. Concernant la sensibilisation à la sécurité, je dirais, bon, souvent, ce que je vois, c'est qu'elle existe déjà, mais vraiment à minima. C'est-à-dire, on envoie un mail tous les 3 mois en disant attention, il y a une attaque de phishing, de ransomware, des choses comme ça. Ça, c'est à minima. C'est pas très efficace. Personne ne lit ces mails forcément, ou alors ils sont pas bien compris. Il faut aller plus loin. Il faut faire des campagnes
de sensibilisation différenciée en fonction des risques, c'est-à-dire des populations, de management, des employés, les sous-traitants. Il faut vérifier que les personnes ont bien compris les messages. Par exemple, que faire quand il y a une attaque de phishing dans sa boîte mail? C'est quoi les premiers gestes à faire? Comment reconnaître un mail de phishing? Il y a, ça c'est des choses qu'il faut mesurer parmi ses employés. Ensuite, l'inventaire. Donc, vous pouvez, écoutez, l'inventaire, c'est simple, hein, vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne connaissez pas. Donc, la cartographie des systèmes et des applications, c'est encore une fois, c'est absolument nécessaire qu'elle soit à jour. Et ensuite, seulement, vous pourrez protéger les choses. Mais voilà, encore une fois, une cartographie, un inventaire complet et à jour, c'est un basique. Et en termes de sécurité, c'est très important, très, très important. Alors, la continuité d'activité, bien sûr, il faut se préparer, en fait. Il faut se préparer. Souvent, on dit la question, c'est pas si vous allez être victime d'une attaque, mais plutôt quand vous serez victime d'une attaque. Voilà, la continuité d'activité, il faut se préparer. Commencer à imaginer ce que c'est qu'une cellule de crise, qui va communiquer, quelles sont les premières actions à faire en cas d'attaque par ransomware. Voilà, il faut anticiper. Voilà, essayer d'anticiper pour pas forcément empêcher l'attaque, mais plutôt pour diminuer son impact au maximum, que ce soit dans le temps, c'est-à-dire réagir plus rapidement et donc revenir au système plus rapidement, à un fonctionnement normal plus rapidement, ou en périmètre, hein, c'est-à-dire essayer d'isoler au maximum, de circonstances au maximum la propagation de l'attaque. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'il faut anticiper et il faut se poser les questions le plus tôt possible si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, il y a toutes les mesures de sécurisation de l'IT. Encore une fois, là, il y a vraiment des basiques, hein. La mise à jour des patchs de sécurité, il ne faut pas transiger dessus. C'est négligent de laisser des systèmes filer les patchs de sécurité, ne plus les recevoir sur les postes utilisateurs ou sur les serveurs exposés sur Internet en particulier. Il faut être vraiment intransigeant et appliquer les mises à jour et les patchs de sécurité. La protection des accès distants, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, il n'est pas, depuis Internet, il n'est pas maintenant, il n'est pas conseillé de se contenter d'une authentification simple par login mot de passe. Voilà, l'authentification simple par login mot de passe pour les services qui sont exposés sur Internet, comme le VPN, comme les accès mail en particulier, il faut les renforcer par une authentification par un autre facteur. Donc, vous l'avez, vous personnellement, vous avez toujours, quand vous vous connectez à la banque, vous avez vous voyez, sur vos applications, sur smartphone, vous avez toujours un second facteur qui vous est demandé par SMS ou autre. Mais voilà, c'est important de renforcer ce login mot de passe par un autre moyen d'authentification pour ces accès qui sont particulièrement exposés parce qu'ils sont, qui sont en accès depuis Internet. Le cloisonnement des réseaux. Oui, il n'est pas normal d'avoir un réseau informatique tout à plat dans lequel un poste utilisateur peut se connecter à n'importe quelle base de données, n'importe quel serveur, n'importe quel autre poste, n'importe quelle imprimante. Voilà. Il faut cloisonner parce que quand vous recevrez un ransomware, vous serez bien content qu'il n'y ait que une partie de votre IT qui soit impactée. La gestion des accès, c'est vraiment depuis le début de l'informatique, hein, ça fait 20 ans que j'en vois, il y a toujours des problèmes de gestion des accès, parce que ce n'est pas simple non plus à sécuriser, mais les comptes administrateurs sont particulièrement sensibles, en particulier si vous utilisez un Active Directory qui est une sorte d'énorme briques logicielles qui référencent tous les droits et les mots de passe des utilisateurs, qui est très complexe à sécuriser. Quand vous l'installez par défaut, cette brique, elle est sécurisée. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ce système, vous ne le réinstallez jamais, vous ne le restaurez jamais, et il vit pendant des mois et des mois et des années.
et il est de moins en moins sécurisé et de moins en moins sécurisable. Donc voilà, c'est une brique qui est souvent ciblée par les attaquants. Enfin, la sauvegarde et restauration, toujours dans le même esprit qu'il faut quand même se préparer. Eh bien, vos sauvegardes vous sauveront quand vous aurez une attaque ransomware. Elles vous sauveront si elles respectent certaines règles, par exemple la règle des 3-2-1, c'est-à-dire qu'à l'instant T, je regarde l'heure parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais cette règle des 3-2-1, elle dit vous devez avoir à l'instant T 3 versions des données. Donc généralement 2 en prod, 1 en sauvegarde, sur 2 sites différents, dont une version est hors ligne. C'est peut-être le 1 qui est le plus important, enfin, bon, ils sont tous importants, mais la version hors ligne, honnêtement, j'ai vu, pour être intervenu sur des entreprises en situation de crise, avoir des sauvegardes hors ligne, c'est-à-dire sur bande, ou enfin vraiment hors ligne du réseau, déconnecté du réseau, ça peut vous sauver complètement parce que vous allez pouvoir restaurer vos données grâce à ça. Si vous ne les avez pas, ça devient très compliqué parce que dans le cas que j'ai en tête, l'attaquant, la première chose qu'il avait faite, une fois qu'il avait réussi à avoir un accès au réseau interne par un mail de phishing, donc il avait des droits vraiment bas niveau sur un poste informatique interne, ce qu'il a fait, c'est il a exploité des vulnérabilités pour avoir plus de droits sur les systèmes, donc des vulnérabilités qui étaient présentes en interne du réseau informatique. Il les a exploitées pour ensuite chiffrer, donc avec le ransomware, en premier les sauvegardes. Hein, donc les sauvegardes qui étaient en ligne, donc le serveur de sauvegarde, c'est la première chose qui a été chiffrée. Donc toutes les sauvegardes ont été chiffrées. Ensuite, il a chiffré tout le reste. Et la situation s'est débloquée en quelques jours grâce au fait qu'on ait des sauvegardes, que cette entreprise avait des sauvegardes hors ligne et donc a pu restaurer. Mais alors, la restauration, ce n'est pas immédiat. Et dès lors qu'on a restauré les données, il ne faut pas croire que l'activité de l'entreprise repart. Arnaud l'a un peu évoqué. Moi, ce qu'on constate, c'est que déjà, le temps moyen entre une attaque et sa détection, c'est environ 3 mois. C'est-à-dire que vous allez mettre environ 3 mois en moyenne avant de détecter que quelqu'un est dans vos systèmes informatiques et a pu voler des données. Parce que généralement, avant de de déployer un ransomware pour tout chiffrer, l'attaquant exfiltre le maximum de données pour que ensuite il puisse vous faire pression pour payer une rançon. Donc, mais voyez, ces 3 mois, c'est relativement long en fait. Hein. C'est relativement long. Et ça montre que les entreprises n'ont pas nécessairement les moyens de détecter les attaques. Et ce que je voulais dire sur la sauvegarde-restauration, c'est le temps moyen une fois que vous êtes touché par ransomware, le temps moyen de reprise de l'activité normale, c'est au minimum, quand tout se passe bien, c'est 1 semaine. Vraiment, quand tout se passe bien, un ransomware limité sur un périmètre limité avec une entreprise qui s'est déjà préparée, qui a déjà des sauvegardes, vous allez mettre 1 semaine à reprendre l'activité. Et ça peut aller jusqu'à 2, 3, 6 mois. Hein, quand vraiment vous devez reconstruire des systèmes, voilà, ça peut être très très long. Quoi. Ça peut être très très long. Alors, peut-être plus opérationnel. Voilà, ça c'est les mesures vraiment, je dirais encore une fois, vraiment basiques. Je vais passer ensuite à quelque chose de plus opérationnel, je dirais, sur qu'est-ce que vous pouvez faire comment réagir là en cas d'attaque. Il n'y a pas, là, il y a pas de
vraiment une liste exhaustive de ce qu'il faut faire parce que moi je le vois, chaque ransomware sur entreprise, c'est un cas différent. Il y a quand même quelques grandes tendances, mais chaque entreprise a un contexte différent, une IT différente avec des sous-traitants ou un niveau différent de maturité cyber. Mais il y a quand même des bonnes pratiques dès lors que vous voyez que vos serveurs ou vos postes ont commencé à être chiffrés. Le premier, c'est demander de l'aide parce qu'il va falloir conjuguer à la fois des expertises très techniques et des expertises de pilotage de gestion de crise. Donc, pour demander de l'aide, les premières actions, ça va être, quand vous allez demander de l'aide, ça va être d'isoler la propagation du ransomware, l'analyser ensuite, et ensuite renforcer vos défenses. Renforcer vos défenses, c'est par exemple changer les mots de passe, mais vous ne pouvez pas changer tous les mots de passe lorsque vous n'avez pas la main sur les systèmes. Donc, vous voyez que pour isoler, analyser et renforcer, il faut des compétences vraiment très techniques sur une bonne compréhension sur la capacité de l'attaquant et pour comprendre où il est dans vos systèmes et quel droit il a acquis dans vos systèmes. Est-ce qu'il s'est contenté d'un accès depuis l'extérieur sur vos postes informatiques? Est-ce qu'il s'est connecté sur vos bases de données? Est-ce qu'il y a une exfiltration de données? Quel droit il a dans l'Active Directory, dans la brique de Microsoft? Tout ça, c'est des expertises assez techniques qu'il faut déployer rapidement pour pouvoir avoir une situation claire de la situation. Ça, c'est le deuxième point. La gestion de crise cyber, il faut la piloter parce que vous allez avoir des employés inquiets pour la survie de l'entreprise. Vous allez avoir des notifications obligatoires, dans certains cas, auprès des autorités, comme la CNIL ou d'autres. Vous allez avoir la police judiciaire qui va vouloir vous aider au démarrage, mais peut-être qu'ils vont... voilà, il faut répondre à leurs questions puisque vous allez déposer plainte. Où est-ce que vous déposez plainte? Il faut traiter l'aspect avec l'assurance cyber, parce que l'assurance cyber va vous déployer, va peut-être vous aider à faire de l'analyse technique, mais dans ce cas-là, il faut les aider, il faut les piloter. Voilà, et piloter cette gestion de crise, ça dure 1 à 2 semaines, mais c'est quand même très important de prendre les choses par le bon bout. Parce que sinon, vous allez vraiment vous noyer. Alors, le troisième point, ne pas supprimer les données chiffrées, ça peut paraître un peu bizarre. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il arrive, quelques semaines après, que des attaquants fournissent les clés de chiffrement pour diverses raisons, parce qu'ils ont eu beaucoup de pression de la part d'autorités de certains pays. Voilà, il y a plusieurs raisons. Donc, ça prend beaucoup de place de conserver les données chiffrées, parce que vous avez des volumes énormes à conserver. Je pense qu'il faut conserver uniquement les données des briques vraiment nécessaires que vous n'avez pas réussi à restaurer. Communiquer au juste niveau, je l'ai un peu dit, vous avez des investisseurs qui vont vous mettre la pression pour savoir quel est l'impact de l'attaque. Est-ce que vous pouvez continuer à délivrer? Est-ce que vous pouvez continuer à prendre des commandes sur votre site web, etc., etc. Vous allez avoir la CNIL qui va vous poser des questions, la police judiciaire, etc. En interne, les employés, il faut aussi avoir adopté une communication au juste niveau. Donc ça, c'est assez important et je le rapprocherai plus de la phase de gestion de crise cyber, du pilotage. Alors, bien sûr, restaurer les systèmes depuis des sources saines sur un environnement sain, ça paraît évident, mais voilà, et ça se prépare. Il faut remonter des systèmes sains et remettre les données dessus. Vous voyez que dedans, je n'ai pas mis payer la rançon. Alors, ça peut sembler peut-être évident, il ne faut pas payer la rançon. Simplement, pour avoir vécu vraiment sur le terrain ce genre d'attaque, je peux vous dire que la direction me dit, OK, mais si on n'a pas le choix, on va payer.
si on n'a pas le choix, on n'a pas de sauvegarde, on ne va pas restaurer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois vraiment payer? Moi, je vous dis, je vais payer parce que il n'y a plus rien qui fonctionne et je vais payer. Donc, la bonne pratique, c'est de ne pas payer. C'est vrai. Dans les faits, il y a un certain pourcentage, il n'y a pas de chiffre connu, mais il y a un certain pourcentage d'entreprises qui payent effectivement la rançon. Et à ce moment-là, il va falloir négocier. Quand je dis piloter la gestion de crise, ça va aussi par une phase de négociation avec les attaquants. Et ça, c'est des choses qu'il faut aussi peut-être anticiper. Voilà, j'avais 2 slides, j'ai terminé. On prendra les questions par la suite. J'ai vraiment survolé le sujet, mais j'espère que je vous ai donné voilà, les bases pour cette approche, pour se protéger et réagir en cas d'attaque. Je vais laisser la parole à Jérôme qui va détailler un peu plus de manière régionale tout le dispositif cyber qu'il peut y avoir en région. À toi, Jérôme. Donc bonjour à ceux qui se sont connectés, qui m'ont pas vu au début. Donc Jérôme Olive, je suis chargé de mission à la région Hauts-de-France dans la direction de l'innovation et la performance industrielle. Donc je vais vous parler du programme cybersécurité Hauts-de-France, qui est une émanation du programme Industrie du futur région Hauts-de-France au départ, dans lequel vous allez retrouver des financements pour la robotique, l'industrie 4.0, enfin, beaucoup de choses, et la cybersécurité en est une. Et donc, il y a un gros plan qui a été créé pour les PME, notamment. Donc, j'y reviendrai à la fin, avec 3 passes. Donc, les objectifs de ce programme cyberdéfense, cybersécurité, c'est un volet défensif qui vise à préserver les intérêts économiques des entreprises régionales en les accompagnant dans leur capacité de réponse aux attaques potentielles. Donc là, on revient effectivement sur tout ce qui a été dit avant, c'est se protéger de tout arrêt de production, de vente, de tout ce qu'on peut avoir en termes de problèmes de cybersécurité, de conséquences plutôt, de conséquences cyber. On a eu quelques exemples en Hauts-de-France ces dernières années, et un volet offensif là, qui vise à transformer donc, les opportunités de marché cybersécurité en levier d'innovation, nouveau business pour le tissu économique des Hauts-de-France. Donc là c'est assez clair. L'idée, c'est de créer du business cyber Hauts-de-France en augmentant finalement les possibilités de R&D des entreprises, lever des startups, tout ce qui va faire en sorte qu'on va créer aussi dans les Hauts-de-France un écosystème basé sur la cyber. Donc les rôles sont multiples pour la région dans ce domaine de la cybersécurité. Le premier, donc, c'est l'animation de la filière. La filière, c'est vraiment l'idée, c'est de créer un écosystème en région. Donc bon, ça a été il y a un incubateur Falk, un FinTech, AssureTech, LegalTech, cybersécurité qui a été porté par Oratech en 2018. Ça fait 11 startups, on doit être à plus maintenant. On a des partenariats régionaux avec l'assureur AXA, avec Cisco. Donc là, l'idée, c'est toujours d'apporter aux entreprises du conseil, de l'aide. On a un travail de coordination fort avec l'ANSSI et la gendarmerie, notamment la gendarmerie, typiquement la région équipe les gendarmes, la réserve de la gendarmerie en voiture pour aller faire des séminaires, aller en entreprise, faire de la vulgarisation cybersécurité. Et puis, on a un partenariat fort aussi avec NFI, donc Nord France Invest, pour l'accueil des investisseurs exogènes, et notamment dans les domaines de la cybersécurité. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, il va y avoir un campus cyber Lille Hauts-de-France, qui est une émanation du campus cyber Paris, Île-de-France. Donc, c'est financé à part égale par la MEL et par la région Hauts-de-France. Et donc, la signature a eu lieu au FIC là, cette année, en septembre, avec tous les partenaires. Donc il va y avoir un bâtiment en Hauts-de-France
Donc les buts du cybercampus, on retrouve un peu les objectifs qu'on avait vus au début, offensif, défensif, et donc ça sera un lieu de séminaire, ça sera un lieu de formation, et ça sera aussi un lieu pour héberger des startups, des nouvelles entreprises, et faire de la R&D cyber. Donc je crois qu'aujourd'hui il y a une quarantaine d'acteurs qui ont signé un partenariat avec le campus Cyber Lille, en France. Donc ça c'est un peu, donc c'est dans le cadre du plan national cyber qui a été lancé par le gouvernement. En termes d'animation de la filière, on a aussi donc le FIC. Donc le FIC 2021 vient de se finir là début septembre. Très bonne année pour une reprise. Donc plus de 10 000 participants. C'est le Forum international de cybersécurité. Aujourd'hui, on va dire que c'est cette année c'était un peu français et proche Europe, donc le Benelux, en plus la Suisse, un peu d'Espagne, un peu d'Italie, un peu d'Angleterre. Normalement, il y a une centaine de nationalités qui se présentent. Ça a tout de même été une très bonne année malgré la reprise post-Covid. Donc on a eu quand même 10 000 visiteurs. Le forum est donc cofinancé par la région. Et donc c'est un forum qui appartient à la gendarmerie, donc fait partie du partenariat gendarmerie Hauts-de-France aussi. Et donc il est signé pour 3 ans encore à Lille. Pour l'instant, il reste à Lille pendant 3 ans. Ça a été re-signé cette année. Voilà. Donc ça, c'est pour l'animation de la filière. Donc on a quand même une région qui est assez dynamique sur le terme de la cyber. Et la région, depuis donc maintenant 3 ans, a créé 3 passes. Donc le pass cyber formation, le pass cyber conseil et le pass cyber invest. Donc ce sont 3 passes à destination des TPE-PME. Sachant qu'on a appris récemment qu'il va y avoir un équivalent national pour les ETI, en partenariat avec le METI, et qui sera certainement sous la forme d'un crédit d'impôt, donc qui risque d'être aussi extensible pour les PME du coup, et ça ferait un peu double aide, on va dire, gouvernement du coup, État avec une réduction d'impôt, un crédit d'impôt, et puis nous avec les passes cyber. Donc on a 3 passes cyber. Donc le premier pass cyber formation, l'idée c'est de donner un référent cybersécurité. Donc c'est une formation qui est organisée par la CCI Hauts-de-France, qui est financée à 50% par la région. Donc ça coûte 100 € pour la PME. Et l'idée c'est de se baser sur les références pédagogiques de l'ANSSI et du CIS. Et donc c'est une journée pour se remettre à niveau, pour connaître un peu, on va dire c'est un super séminaire, cybersécurité, les notions de base et d'enjeux, le droit commun, un peu d'hygiène, et surtout comment on organise sa cybersécurité, comment ça se gère au jour le jour. Donc ça, il faut le voir vraiment comme une initiation. C'est un premier pas, c'est plutôt à destination des chefs d'entreprise, petites PME, qui peuvent avoir des soucis de cyber ou qui n'en ont pas du tout conscience et qui ne se rendent pas compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. C'est pas parce qu'on est petit, qu'on est invisible que ça arrive qu'aux autres. Jérôme, on a souci de connexion. Jérôme, on ne vous entend plus. Non. Alors, en attendant que Jérôme, je me propose de répondre à une question qui a été posée sur le chat. Oui. En attendant que Jérôme revienne. La question, hein, Guillaume, pour la reprendre rapidement, c'est voilà, j'ai des outils en SaaS, je délègue forcément la responsabilité de mes outils donc au délégataire qui héberge. Est-ce que c'est une fausse idée de se dire que je suis moins concerné par ce risque? Alors, je dirais que
sur le terrain, moi, je vois effectivement, je vois quand même plus d'attaques sur des systèmes IT internes que sur des applications SaaS. C'est vrai. L'application SaaS bénéficie d'un hébergeur. Quand vous êtes en SaaS, derrière, il y a AWS, Google ou OVH qui bénéficient d'une sécurité qui est quand même relativement forte. Et il est plus simple de maintenir un niveau de sécurité pour ces hébergeurs-là sur les applications plutôt que vous en interne. Donc, je dirais oui, mais il faut faire attention que sur le SaaS, le problème se déplace sur la gestion des accès pour vous. Et il ne faut pas négliger, vous avez vu, la gestion des accès, c'est un des piliers. Je pense qu'il est renforcé, ce besoin de gérer correctement les accès pour vous, pour les applications SaaS, il est renforcé parce que vous avez, par exemple, je pense pour la messagerie, vous avez des accès à des données donc, qui sont très sensibles sur vos boîtes mail depuis Internet. Et donc, la gestion des accès à ces applications SaaS devient vraiment primordiale. Voilà. Donc, voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Donc, je dirais, ce n'est pas une fausse idée parce que vraiment sur le terrain, des entreprises qui utilisent des SaaS massivement sont quand même mieux protégées grâce à ça plutôt qu'un IT interne. Plutôt qu'un IT interne. Voilà. Mais encore une fois, il peut y avoir des ransomware sur vos données si elles sont stockées dans le cloud, des Google Drive ou autres, ça peut arriver, par rebond depuis votre informatique. Donc, ce n'est pas une assurance à 100%. Et deuxième point, la gestion des accès. Voilà, le SaaS déplace un peu le sujet sur la gestion des accès. Il faut vraiment une gestion des accès renforcée pour ces applications-là. Jérôme, on vous a retrouvé? Jérôme, vous êtes sur mute. Oui, c'est ça, Nicolas. Oui, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion. Ça arrive à tout. Je ne sais pas si vous avez entendu la fin de l'information. Donc, c'est des sessions de 10 chefs d'entreprise, donc 50% payés par la région. Et donc, c'est la CCIE de France qu'il faut contacter pour prendre. Il y a plein de dates en région, donc ça se déplace dans toute la région. Les cours sont donnés, la session est donnée par des réservistes de la gendarmerie. Voilà. C'est eux qui vont former les futurs responsables informatiques, cybersécurité. L'étape suivante, la cyberconseil. Là, l'idée, c'est plutôt un audit de votre infrastructure, de votre entreprise. Donc là, l'idée, c'est de faire venir des consultants chez vous en organisation cyber. Ça peut être des gens qui vont faire du pentest, de l'analyse d'infrastructure, d'inventaire, faire des audits complets de vos systèmes. Et donc là, la région va financer 50% de la prestation à hauteur de 10 000 €, donc c'est 5 000 € de subvention. Voilà. Donc c'est mis en œuvre par Hauts-de-France Innovation Développement, donc l'agence de développement économique de la région. Donc vous avez l'adresse qui est en bas. C'est des prestataires qui vont être spécialisés, labellisés, dans le sens où le prestataire qui va venir proposer son conseil à son client doit faire la preuve de sa qualité d'expert cyber. Parce que tout le monde ne peut pas se dire expert cyber non plus, parce qu'on est informaticien ou admin réseau ou admin système qu'on est capable de le faire. Donc là, l'idée, c'est plutôt qu'on va demander on ne va pas labelliser l'entreprise, on va labelliser le consultant. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on a un consultant cyber que l'entreprise est cyber et proche de cyber. Donc on va labelliser le consultant, et donc ça va être en gros CV, expérience, tout ça. Et donc là, on va prendre en charge 50% de la prestation d'audit.
Et donc, pour aller encore plus loin, du coup, il y a le Pass Cyber Invest, dont je m'occupe particulièrement. Donc là, c'est un financement sur l'investissement cyber qui est très très large, vous le verrez sur la page Aide de France. C'est un financement à 30% des investissements, donc ça fait, alors c'est pas éligible, il y a une petite erreur, c'est pas 5 000 € hors taxe, c'est 4 500, parce que c'est 30% de 15 000, voilà, donc ça fait 4 500 € de subvention, je corrigerai la slide. Donc là, les exemples d'investissement, ça va être tout ce qui peut concerner la sécurité au sens large, pas que la cyber, parce que c'est pas parce qu'on a protégé ses serveurs, ça, que si le placard ou la pièce où ils sont n'est pas protégé, la sécurité n'est pas complète. Donc on va aller de la montée en version de logiciel, d'OS, de base de données, de serveurs, que ce soit matériel ou logiciel, du moment qu'il y a une vulnérabilité qui est induite par par un manque de mise à jour, souvent sur les logiciels métiers, de conception de développement de systèmes de sécurité, cyberveille, mise en conformité RGPD, RGS, NIS, tout ça c'est pris en charge. Et donc, je disais tout à l'heure, la protection matérielle aussi, donc ça va être des matériels de protection, caméra, capteurs, onduleurs. Donc on va protéger toute l'infrastructure et la structure, du coup, par cet investissement. Donc ça, c'est assez simple. C'est une subvention. Il faut donner 5 documents. C'est moi qui valide le devis. Je dis bien devis. Donc on ne finance pas des choses qui ont déjà été achetées. Donc, parce que c'est une subvention incitative, et donc il faut nous envoyer les devis avant d'acheter quoi que ce soit sur la plateforme aide en ligne pour aide.france.fr ou aide.france.fr, où vous aurez un lien qui y retourne. Aujourd'hui, on est à plus d'une centaine de dossiers déposés sur cette aide, ça marche assez bien. Les PME sont globalement les premiers, les TPE sont globalement les premiers servis en ce moment, mais on va financer beaucoup de choses. C'est pas forcément un seul projet, ça peut être un projet d'acheter des firewalls, l'autre côté d'acheter l'anti-spam, de l'antivirus, tout ça. On n'est pas obligé de faire appel à un seul prestataire, on peut cumuler les devis. Si on a besoin d'acheter un onduleur sur un site en ligne, parce qu'on ne peut pas se le faire, voilà, c'est peut-être moins cher, je sais pas, où on se sent capable, on peut aussi financer des achats en ligne bruts sans prestataire, en sachant que normalement il vaut mieux quand même se faire aider pour construire une infrastructure solide. Mais certains n'ont pas forcément besoin des mêmes investissements que tout le monde. On va financer firewall, anti-spam, antivirus. Donc c'est très très large. Ça, c'est une subvention qui marche très bien en ce moment. Il faut en profiter. Je crois qu'on est la seule région à proposer ce genre de subvention. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse retourner sur les liens que je vous ai donnés. Ne pas hésiter à me contacter. Jérôme.olive@hautefrance.fr. Moindre question, pas de souci, je répondrai. Et voilà. Et donc, je pense qu'on va laisser la parole pour les questions. Et puis, je ne sais pas si on peut commencer à répondre aux questions tout de suite. Moi, j'ai fini. Donc, si vous voulez finir, Guillaume et Arnaud. Non, c'est bon. Tu peux prendre les questions. Alors, la question, donc est-ce que, voilà, c'est l'éligibilité en termes de typologie de structure, hein, association, entité publique, etc. Est-ce que ces dispositifs d'aide ont, on va dire, des limitations quant à la structure ou type d'entité juridique? Alors, aujourd'hui, c'est ouvert qu'aux PME inscrits au RCS. Donc, les associations aujourd'hui ne sont pas éligibles. Et les entités publiques non plus, du coup. Voilà. Et on a aussi quelques exclusions sur les professions réglementées. Donc, ça va être tout ce qui est pharmacie, avocat, expert comptable, architecte. Donc, on est en train de voir pour ouvrir notamment CyberInvest aux entités publiques, aux professions réglementées
et aux associations, mais de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Voilà. Pas toutes les associations, donc seront exclues les associations sportives. Donc on est plus pour les viser, donc tout ce qui est sanitaire et social. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour les associations et les entités publiques, ça risque d'être pour début 2022. Voilà. Il y a eu les élections régionales, il y a les élections présidentielles bientôt, donc c'est un peu compliqué d'ouvrir trop de subventions comme ça. Alors, pour la partie formation est éligible, non, pareil, c'est que au PME aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un programme PME-TPE. Que ce soit formation, Invest ou conseil, sachant qu'Invest va être ouvert. Guillaume, peut-être une question sur les assurances cyber. Je n'ai pas de nom à donner. Par contre, l'assurance cyber, je vous conseille de prendre une assurance qui couvre à la fois donc, les éventuelles pertes de chiffre d'affaires, mais vérifiez bien qu'ils vous accompagneront si vous avez un incident dans l'expertise technique, dans la gestion des incidents, dans les éventuelles négociations. Vérifiez bien que tout ça est couvert. Vérifiez bien aussi une assurance cyber qui fait peu de vérification de votre niveau de sécurité en phase de contractualisation, c'est généralement risqué pour vous parce que ça veut dire que dans les termes du contrat, il y a des prérequis qui sont assez élevés et donc c'est une manière de se protéger. Donc une assurance cyber qui vous pose beaucoup de questions, qui peut être diligente un audit externe pour voir vraiment votre niveau de maturité, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils vont adapter leur contrat et leur niveau de couverture à votre niveau de sécurité réel, je dirais. Voilà. Donc, j'ai pas de. Il y a beaucoup d'assurances cyber quand même malgré tout. Vérifiez bien que ça couvre bien sûr le ransomware, parce que c'est quand même le grand risque pour vous actuellement. Vérifiez bien qui vous apporteront de l'aide durant la gestion de l'incident, de la gestion de crise. Voilà, vérifiez tous ces points-là parce que c'est peut-être ça qui peut faire la différence entre les assureurs. Alors, une question de Didier. Avez-vous un ordre d'idée du coût d'audit d'une TPE, de 10 consultants dans le service RH dans les entreprises? Peut-être Guillaume, on a peut-être, ça dépend de de type d'intervention, parce que je pense que les interventions peuvent être plus ou moins larges. Peut-être juste là pour faire un pentest, une revue de la maturité cyber. Enfin, il y a plusieurs offres qui existent, je pense. Alors, oui, un audit de sécurité, ça peut être, ça peut être très large. Soit vous avez effectivement des audits de maturité qui, en sortie, vont vous donner très concrètement, quels sont les leviers que vous devez activer pour vous protéger. Donc, ça peut être des leviers organisationnels, mais aussi techniques ou avec un sous-traitant, etc. Vous avez des tests d'intrusion, ce que voilà, les audits. Ce sont des audits très techniques. Les tests d'intrusion, les gens comprennent, enfin, voient ce à quoi ça correspond. J'attire juste votre attention. Un test d'intrusion, c'est quand même assez limité en périmètre. Ça vous donne à l'instant T une vision très profonde, très technique sur un système ou sur un ensemble de systèmes. Voilà, ça vous fournit pas plus que ça. C'est-à-dire, si vous faites un test d'intrusion sur votre site e-commerce, par exemple, votre site web ou votre site web, vous allez en sortie avoir la liste des vulnérabilités connues,
sur votre système et qu'est-ce qu'un attaquant pourrait exploiter, jusqu'où pourrait aller. Est-ce qu'il pourrait voler des données, est-ce qu'il pourrait compromettre le paiement, etc. Voilà. Donc c'est assez limité. Ça vous donne, vous pouvez un peu rester sur votre fin. Ça ne va pas vous dire est-ce que je suis bon dans ma sensibilisation envers mes employés. Donc vous voyez, c'est quand même assez limité. La revue de maturité cyber, c'est quand même plus large et ça vous donne très concrètement les leviers à activer pour hausser votre niveau de jeu. Après, vous avez d'autres typologies. Mais pour en revenir à l'ordre d'idée d'un coût d'un audit dans une TPE de 10 consultants, c'est-à-dire qu'il y a 10 employés, hein, c'est ça, dans les services RH dans les entreprises, c'est de l'ordre, si vous voulez, c'est un audit de maturité d'une entreprise avec 10 consultants, 10 employés, c'est environ entre 8, 9 et 10 jours, pas plus. Donc si on prend 8 jours, voilà, vous avez, si vous considérez qu'un TJM moyen dans le domaine de la sécurité, c'est entre 1000 et 1200, vous avez un peu l'ordre de grandeur de ce type d'audit. Du coup, qui serait remboursé à 50% par la région. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, c'est parce qu'il y a 10 employés, donc il y a un panorama on va dire, du maximum d'une dizaine d'applications différentes. C'est relativement simple. Dès lors qu'il y a un sous-traitant, dès lors qu'il y a un ERP ou un système de production, voilà, ça peut venir complexifier l'audit parce qu'il faut passer un peu plus de temps pour comprendre. Ça peut être un peu plus, mais au minimum, je dirais, c'est entre 8 et 12 jours environ. Voilà. On a d'autres questions, n'hésitez pas. Oui. Arnaud, je ne vois pas d'autres questions. De toute façon, je pense qu'on a en dernière slide, je crois qu'on a les mails de chacun, non? Oui, tac. Et voilà. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, je pense que n'hésitez pas à nous contacter directement sur nos adresses. Ensuite, peut-être pour Arnaud, pour terminer, comment on va fournir, on envoie par mail le lien vers l'enregistrement. C'est ça? Oui, on fera exactement ça à l'enregistrement. Donc, quand on va le clôturer, on renverra à l'ensemble de la liste des participants à la réunion le lien au webinar. Hein. Comme ça, vous pourrez à loisir le reparcourir, le réécouter en podcast ou dans la voiture, si jamais vous voulez. Non. Et vous avez bien sûr donc les contacts ici, comme Guillaume l'a évoqué. Eh bien, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer là. Ah oui, je pense on vous remercie pour votre présence ce matin. Et puis, écoutez, à une prochaine fois. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée.